Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast Mentalops, le podcast des gendarmes, policiers et militaires qui souhaitent se préparer mentalement aux tests de sélection des unités les plus renommées. Aujourd'hui, notre invité d'honneur est Paul Pironnet. Paul Pironnet est le fondateur de Paul Pironnet Institut et enseigne la PNL, la programmation neurolinguistique, depuis plus de 30 ans. Je suis ravi de pouvoir t'accueillir, Paul, pour pouvoir du coup échanger sur qu'est-ce que les outils de la PNL. Qu'est-ce que la PNL, la philosophie de la PNL, elle pourrait apporter à ces policiers, à ces militaires, à ces gendarmes qui ont cette vocation d'intégrer l'élite de la police, de la gendarmerie. Voilà, je te laisse te présenter, Paul, et bienvenue dans ce podcast. Eh bien, merci en tout cas de ton accueil, Alexis, et puis bonjour à celles et ceux qui nous écoutent. Alors, me présenter en quelques mots. Donc, nous, on s'est connus dans le cadre de la formation PNL que tu as suivie chez nous, puisque depuis plus de 35 ans, 36 ans maintenant, je forme et accompagne des différents types de personnes, en fait, dans leur évolution personnelle, transition de vie et souvent évolution de carrière, notamment en travaillant sur la dimension humaine, qui est mon sujet de prédilection, grâce à un outil qui est de plus en plus connu, qui s'appelle la PNL, et que j'enseigne maintenant depuis plus de 30 ans. Alors, la particularité de cet outil, c'est qu'il se centre en fait sur la remise en valeur chez tout être humain de son potentiel interne, c'est-à-dire au fond comment il utilise son cerveau, son système nerveux pour percevoir des situations, réagir aussi émotionnellement, donc comment on peut travailler sur l'accueil et la gestion de ses émotions, et notamment de ses émotions de stress parfois, et à travers ça, eh bien, de développer ou de mettre en place des habitudes, des comportements qui soient plus en rapport avec ce que l'on recherche. Moi, j'ai connu au départ ce monde-là parce que j'étais spécialisé en côte dangereuse et en faisant du sauvetage en mer dans ces unités parfois un peu d'élite, faut le reconnaître, parce que c'est des personnes qui sont confrontées souvent à des situations de stress assez importantes. Donc, entre souffler dans un mannequin et réanimer une personne alors que la famille est en état de choc autour, bah, c'est pas forcément la même chose, hein, parce qu'il y a le geste qu'on a appris technique, et puis après, il y a le contexte dans lequel, évidemment, il est important de le faire. Donc, et là, on s'aperçoit à quel point la représentation mentale, mais aussi ce que l'on vit émotionnellement, ça peut avoir une grosse incidence sur la manière dont on va gérer en fait la situation, aussi entraîné soit-on. Et donc, moi, ce qui m'a toujours intéressé, en tout cas à l'époque et depuis 30 ans maintenant, eh bien, c'est de comprendre qu'est-ce qui se joue au niveau neurophysiologique, au niveau mental, parce qu'on parle souvent de mental, mais on devrait parler de mental et d'émotionnel, parce que c'est là que on le sait bien, dans les situations à risque important, à stress important, à enjeu important, eh bien, le système nerveux se met parfois en système de défense, simplement parce qu'il est en état de stress, tout simplement. Et on s'aperçoit que soit ce stress va être l'occasion de révéler des ressources qu'on n'avait pas imaginées, soit, et c'est souvent plutôt cette partie-là, soit ça va réduire en fait le facteur de performance, simplement parce que ça réduit l'attention, le focus de l'esprit. Quand on est en situation de panique, on voit beaucoup moins de situations possibles. Donc il y a comme un rétrécissement. Donc moi, ce qui m'a toujours intéressé, c'est quels sont ces mécanismes neurophysiologiques qui fonctionnent, comment ça fonctionne et comment du coup, dans des situations importantes de la vie de tous les jours, et plus particulièrement quand on est dans des cadres évidemment d'enjeux, compétition, préparation à des examens, situation de stress un peu plus important que d'habitude, eh bien comment ce facteur neuroémotionnel peut être pris en compte pour eh bien, améliorer son talent finalement. Voilà, c'est ça mon métier et je trouve que c'est un sujet évidemment qui me passionne comme tu le sens et je suis très heureux qu'on puisse en parler en ce moment, enfin aujourd'hui en tout cas, autour de ton interview. D'accord, Colo. Merci pour cette explication. Au moins, les personnes, c'est la question que je voulais te poser justement juste après. C'est quoi la PNL? Tu viens bien d'expliquer ce que c'est. Et, euh, et du coup, Polo, j'ai une question qui est personnelle vis-à-vis de toi. Est-ce que toi, du coup, t'as travaillé dans le domaine des côtes dangereuses, etc. Est-ce qu'il y a des périodes dans ta vie, du coup, où tu as eu des grands moments de préparation, de travail acharné, un petit peu comme ça? Donc, que ce soit pour une unité un peu d'élite comme les côtes dangereuses, enfin voilà, dans des domaines comme ça, ou pour d'autres projets, mais des moments où tu t'es dit pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, j'ai un objectif vraiment et
Voilà, qu'est-ce que tu as mis, est-ce qu'il y a des moments comme ça que tu as vécu et qu'est-ce que tu as mis en place à ces moments-là pour réaliser ça? Alors oui, j'ai connu au cours de ma carrière plusieurs grandes étapes, on va dire. Il y a celle avant la PNL et celle après la PNL. Alors avant la PNL, par exemple, quand j'ai décidé de faire du sauvetage en mer, avant de faire du sauvetage en mer, j'étais dans le secours. Donc j'intervenais, j'ai fait du secourisme et puis comme ça m'a beaucoup intéressé, je me suis spécialisé en secours routier, aquatique et sportif. Et pour préparer évidemment mes cours, parce que je n'étais pas forcément très, très fort au lycée. Et heureusement que là, j'ai découvert en fait que j'étais tout à fait capable d'apprendre. J'avais une grande intelligence à partir du moment où j'avais une stimulation qui était forte, ce qui était le cas. Et notamment quand on parle de stress, il faut savoir que moi, à 15 ans, j'avais une phobie de l'eau. Mais quand je dis une phobie de l'eau, c'est-à-dire même une douche, c'était pas possible. De l'eau au-dessus du nombril et je suffoquais en fait. Et il a fallu que je me dépasse. Alors, il y a un copain qui m'a challengé énormément pour passer ce qu'on appelle un surveillant de baignade. Je ne sais, alors j'ai fait le premier week-end, j'ai jamais voulu revenir au deuxième. Bon, finalement, il est venu me chercher, j'ai fait le deuxième, et va savoir comment j'ai réussi à avoir ce surveillant de baignade qui est vraiment tu vois, le tout premier niveau. Du coup, après, il m'a challengé sur ce qu'on appelle un BNSSA, brevet national de sécurité de sauvetage aquatique. Et puis, du coup, on s'est enclenché sur un maître nageur. Et après ça, moi, j'ai fait des stages de la marine nage côte dangereuse pour justement réussir. En parallèle à ça, j'ai passé mes monitorats fédéral et national de moniteur. Voilà, je faisais aussi beaucoup de sports de combat à l'époque, ce qui m'a aussi développé probablement ce côté un peu guerrier. Et je dois dire que je me souviens quand je suis allé faire mes stages de la marine côte dangereuse, ou même quand j'ai passé mon maître nageur, la première année d'ailleurs, je l'ai échoué pour des raisons de stress. C'est-à-dire que je me suis pointé à Paris, il y avait les pompiers de Paris, il y avait tous ces gens-là qui nageaient comme des dingues, et moi j'étais en surstress en fait. Et je me souviens au quatre nage, papillon d'eau, bras crawl, claque, au retour du deuxième, donc on fait 25 mètres, on fait 50 mètres à chaque fois. Donc on part, on plonge 25 mètres, un virage, on revient, on fait changement de nage, de nouveau virage, etc. Donc ça dure 200 mètres. Et au deuxième retour d'eau crawlée, en fait, en l'occurrence, je regarde le type qui nous chronomètre pour les examens et à la tête qu'il fait, j'interprète en fait que je suis plus dans les temps. Du coup, je m'arrête. Le gars me dit, mais qu'est-ce que vous faites? Ben, je dis, je m'arrête, je vois que je suis hors des temps. Il regarde son chrono et il me dit, bah, maintenant, vous êtes hors du temps. Bref, tout ça pour dire que j'avais eu un stress très fort. Et je vous donne un exemple, il y en a eu plein comme ça. Parce que je me dépassais. Moi, j'y allais à l'arraché. Voilà. Et quand j'ai découvert la PNL, il y a eu vraiment ce qu'on appelle un changement de référence. J'ai appris à changer de référence. Ça, c'est très important de comprendre ça en neurophysiologie. C'est-à-dire qu'au fond, c'est ce qu'on va appeler un changement de croyance. Je vais donner un autre exemple. L'année suivante, donc je reprends ma deuxième année de natation et un jour, je nage il y a ce qu'on appelle à Grenoble, il y avait les nuits de la natation. Et j'ai nagé 7850 mètres, je crois un truc comme ça, au cours d'une nuit, dans un bassin de 25 mètres. Tout ça parce qu'on nageait pour le compte d'une association qui récupérait des sous pour des causes, etc. Et après ça, j'ai marché, je t'assure, comme un cow-boy pendant 10 jours, tellement j'avais tiré sur les hanches et tout ça. Et une semaine plus tard, donc on avait des vacances pendant, je crois, 15 jours, et j'ai repris en fait l'entraînement. Et quand je suis arrivé dans le même bassin, je suis monté sur le pilier de départ, et le gars de notre DTN, directeur technique national qui nous entraînait, nous dit, allez, vous partez pour un 400 mètres papillon. Pour moi, au début, 400 mètres papillon, c'était énorme. Et là, j'ai eu ce qu'on appelle un changement de référence. C'est-à-dire que dans le même bassin, 15 jours avant, j'avais fait 7000 mètres, 7800 mètres, 50 mètres. Et là, tout d'un coup, je suis parti et je me suis dit, mais c'est que dalle, 400 mètres. Et là, mon corps s'est complètement détendu. Il y a quelque chose qui s'est passé à un niveau préconscient et inconscient qui a fait que pour la première fois, j'ai découvert la puissance de la glisse en nageant. Et j'ai nagé les 400 mètres, mais alors comme un dauphin, quoi. À tel point que le DTN est venu me voir et il m'a dit, Polo, qu'est-ce que tu as foutu pendant tes vacances? Je t'ai jamais vu nager comme ça. Et moi, j'ai fait péter les chronos à ce moment-là. Et ça, c'est ce qu'on appelle un changement de référence neurophysiologique. C'est-à-dire que tout d'un coup, ce qui, jusqu'à présent, psychologiquement, me mettait en pression, tout d'un coup, ça m'a libéré. Et en fait, ce qui est très intéressant dans la neurologie, c'est qu'on est capable comme ça
de créer ce qu'on appelle des changements de référence, des changements de croyance, des changements d'interprétation de situation. Et c'est au fond ce qui peut se passer chez les personnes qui nous écoutent quand vous avez été entraîné, 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 vous vous dépassez par petits pas, par petits pas, par petits pas. Et un jour, vous retournez, et quand vous vous regardez dans les premiers mois où vous avez démarré, ou les premières années, vous dites, mais ce qui me paraissait incroyable me paraît aujourd'hui complètement normal et même dépassé. Moi, j'ai connu ça pour la natation, j'ai connu ça pour les apnées, j'ai connu ça pour toutes les situations de sortie en mer, notamment en mer dangereuse, hein, puisque je me suis retrouvé dans les marées d'équinoxe en plein mois de novembre ou d'avril, au-dessus près de Biarritz, là-bas. Je peux vous dire que ça cartonne un maximum. Hein. On travaille au filin, on travaille, donc on ne peut même pas sortir des bateaux tellement la mer elle est forte. Et au départ, c'était insurmontable, des trucs comme ça. Et grâce au travail mental, que j'ai compris par la suite, moi j'y suis allé un peu à l'arraché, mais grâce, après, plus tard, quand j'ai découvert la PNL et tout ça, je me suis dit, mais voilà ce qui s'est passé dans mon cerveau dans les moments où j'ai grandi. Et ça m'a intéressé après de comprendre comment on pouvait aider des personnes, justement, à se dépasser. Et aujourd'hui, on l'a dans les séminaires, quand on a des gens qui, par exemple, étaient venus à Pralognan, l'été où on fait des grosses animations, tu sais qu'il y a un téléphérique, il y a une via ferrata, on fait des tyroliennes, et on a des gens, évidemment, qui sont très bloqués. J'ai connu plusieurs personnes qui ne pouvaient même pas monter dans un téléphérique et qui ont expérimenté, grâce à du travail mental, et bien justement, la possibilité, dans les heures qui ont suivi, de faire des choses qu'elles ne pensaient pas possibles, impossibles même, et de les faire même avec plaisir. Que ce soit de monter dans un téléphérique, de faire certaines, comme ça, pendues à un câble, tu sais, ce qu'on appelle les tyroliennes, c'est des tyroliennes importantes, hein, il y a des câbles de 500 mètres, hein, ce n'est pas des tyroliennes de 3 mètres. Voilà, ça peut être des montées en escalade ou ce qu'on appelle de la via ferrata, c'est cette montée le long d'un câble où on monte voilà, avec un baudrier et tout ça. Et alors, pour quelqu'un qui grimpe et qui va bien, ça va tout seul. Mais quelqu'un qui a peur de la hauteur, quelqu'un qui n'est pas du tout habitué à être en montagne et en plus face comme ça à du vide, bah, c'est intéressant de voir comment le cerveau, au départ, bah, va se mettre en situation d'insécurité et comment, par des techniques PNL, on va arriver à débloquer des situations. Voilà. Donc, on peut le faire pour des choses comme ça. On peut le faire pour aider des personnes à changer de comportement. Je pense à des fumeurs qui n'arrivent pas à arrêter. Et on arrive aussi à transformer ces mécanismes internes. On arrive à traiter des problèmes de phobie. Alors, soit parce qu'elles ont été à un moment donné agressées dans une situation forte. J'ai connu des agressions de chiens, des chutes de chevaux, des accidents de moto, des accidents de ski, etc. Et qui ont été tellement forts pour les personnes que l'idée même de remonter sur un cheval, sur une moto, de refaire du ski, c'était pas possible. Et qu'on a complètement transformé. Ou alors, par anticipation, des gars que j'ai accompagnés pour les Jeux Olympiques. Je pense à Sébastien Amier, par exemple, que je préparais pour les JO de 2002. C'est ce qui m'a d'ailleurs monté après l'Oignon, qui a fait une médaille d'argent alors que c'était vraiment pas engagé. C'était plutôt dans les 60e à ce moment-là. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on est arrivé à remobiliser en très, très peu de temps et dans une situation très précise des ressources grâce justement à ces techniques d'accompagnement neuro-émotionnel. Alors, quand on parle de préparation mentale, il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses sur le marché, mais très souvent, c'est assez basique, en fait. Et la PNL, pour le coup, mais ça fait, bon, moi j'ai plus de 50 000 heures de pratique dans le domaine, donc je commence à avoir un peu de recul. Quand c'est bien pratiqué, c'est vraiment très, très efficace. Il y a un truc qui me parle beaucoup avec ce que tu as dit, Polo. Tu as parlé de dépassement de soi, tu as parlé des références, des croyances qui pouvaient être transformées. Euh, j'ai un exemple concret qui parlera aussi aux policiers, aux gendarmes et aux militaires. Donc, quand j'ai passé des tests de sélection pour entrer en peloton spécialisé de protection, du coup, il y avait une épreuve où c'était pour dépasser pour nous tester la peur du vide. Donc, c'était en haut d'une tour, les tours d'entraînement des pompiers. Donc, c'était une grande tour, c'était dans une grosse caserne, ça devait faire ouais, une vingtaine de mètres de haut et il fallait marcher sur une poutre en bois. Du coup, on était quand même attaché. Mais voilà, si on a la peur du vide, on peut ne Très pas compliqué. oser passer à la rambarde et puis aller marcher sur la poutre et après regarder, là, en l'occurrence, il y avait une centrale nucléaire au loin et je devais compter combien il y avait de réacteurs, il me posait des questions, etc. Et avant de faire ça, je me disais, j'oserais jamais.
je le ferai pas, c'est Mm. impossible. Et finalement, je me suis dépassé, je suis monté sur cette poutre, et maintenant, si on me demanderait de le refaire, comme je l'ai déjà fait, eh ben, j'ai cette nouvelle référence de me dire je suis capable de le faire. Et, Voilà. et par exemple aussi, même avec, en ayant suivi ton cursus de PNL, Paul, ce qui m'a beaucoup aidé, ou à un moment, ça m'intéressait beaucoup de m'entraîner à prendre la parole en public. Donc c'est un petit peu différent, on sort un peu des tests de sélection, mais si, ça peut quand même servir, par exemple, pour les oraux, etc. Avant, parler devant 5 personnes ou 10 personnes, ça aurait été impressionnant pour moi. Et un jour, quand j'habitais encore à Dijon, je pense que c'était juste après peut-être le séminaire de praticien, je m'étais dit, j'aimerais partager sur la confiance en soi devant plein de personnes et de me lancer un défi. Et du coup, j'avais loué une salle de cinéma à Dijon. J'avais fait un petit peu de publicité Facebook. Et finalement, je m'étais retrouvé. Bon, les personnes ne payaient rien. Moi, c'était un défi pour moi. Je m'étais retrouvé devant 124 personnes dans une salle de cinéma à devoir présenter euh, voilà, ce que c'est la confiance en soi et pendant 1 heure. Et j'avais la trouille avant de commencer, mais c'est un sujet qui me passionnait. Et après, en l'ayant fait, j'ai aussi installé cette référence que je peux parler devant 124 personnes et du coup faire plus par la suite. Et je pense que ce côté de référence, comme tu as dit, et les outils de la PNL, c'est quelque chose de très très puissant. Donc merci Paul pour cette pépite. Et ouais, pour rebondir là sur tes exemples, là, c'est-à-dire que d'une personne à l'autre, il faut savoir que pour certains, parler ou lever la main devant 5 personnes, c'est un défi en fait. Hmm. Pour d'autres, ce sera de marcher sur une poutre à 20 mètres. Moi, ma première conférence pour laquelle j'ai été sollicité à Voiron, 25 km de Grenoble, j'ai fait 24 km en voiture, j'ai garé ma voiture, j'ai jamais fait le dernier kilomètre. Et 35 ans après, ils m'attendent encore. Pourquoi? Parce que j'étais pétrifié. Et c'était ma toute première conférence. Voilà. Donc, je veux dire, aujourd'hui, je parle devant des milliers de personnes, mais ça n'a pas toujours été le cas. C'est ça que je suis en train de dire. Et quand tu parles de références, il y a bien sûr les références qui nous bâtissent, parce que effectivement, l'expérience nous fait dire que c'est possible. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut créer des références par anticipation. Parce que qu'est-ce qui se passait avant que tu montes sur ta poutre? Ton état de stress, il n'est pas lié à la situation extérieure. Il est lié à la manière dont ton cerveau se représente. Qu'est-ce qui se passe en interne qui génère ce niveau de stress? Bien sûr que c'est en observant une situation que ton préconscient et ton inconscient, lui, ne connaît pas, parce qu'il connaît deux choses, lui, enfin, il est rassuré par ce qu'il connaît et parce qu'il lui fait plaisir, ce qui le stimule. Voilà. Et à partir du moment où il ne connaît pas, c'est pour ça que parler parfois à un inconnu, on dit parfois que la peur de parler à un inconnu est plus répandue que la peur de mourir dans le monde. Pourquoi? Parce que faire quelque chose qu'on ne connaît pas, pour l'inconscient, c'est compliqué. La partie préconsciente et inconsciente, c'est compliqué. Donc, nous, ce qu'on trouve de vraiment pertinent avec la puissance de la PNL, c'est qu'on peut faire vivre, en fait, neuro-émotionnellement, une situation qui n'est pas arrivée. Or, notre corps, notre système nerveux réagit de la même façon à l'égard d'une situation qui existe ou qui n'existe pas. Je peux être très angoissé à l'égard d'une situation que je n'ai pas encore rencontrée, mais pourquoi je suis angoissé? Parce que la manière dont je la vis génère de l'angoisse. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut inverser les circuits. Quelqu'un peut être extrêmement stressé à l'idée de se rendre dans un examen, et Dieu sait que j'ai connu ça. Et en fait, je faisais de la PNL, c'est-à-dire j'utilisais mon système nerveux d'une certaine manière pour élever mon niveau de stress. Mais on peut inverser le processus, c'est-à-dire faire en sorte que quand je pense, au contraire, à cet examen, au lieu de présupposer, entre guillemets, le danger, je vais supposer des solutions. Remettre un focus sur des solutions et utiliser les représentations neurophysiologiques, donc visuelles, auditives, kinesthésiques, olfactives, gustatives, qu'on va appeler le cerveau droit, qui impactent directement sur notre système émotionnel, en y remettant non pas ce que je cherche à éviter, mais ce que je voudrais vraiment. Et c'est au fond ce qui se passe, et toutes les personnes qui nous écoutent, vous avez toutes connu à un moment donné cette espèce de conviction que ça allait marcher. Et ce jour-là, parce que vous étiez absolument certain que ça allait marcher, tout votre système nerveux s'est focalisé justement sur cette solution. Et alors que les autres vous disaient ça ne va pas marcher, vous étiez en train de dire je suis certain que ça va marcher, on va le faire. Et même s'il y avait eu des contraintes qui sont présentées, ça ne rentrait pas par la fenêtre, c'est pas grave, ça va rentrer. Ça ne rentrait pas par la porte, ça va rentrer par la fenêtre. Pourquoi? Parce que
notre neurologie, du coup, elle se cale sur ces niveaux de conviction. Et c'est ça qui est intéressant. Si, par exemple, vous avez un enfant qui est en train de se noyer à 20 mètres du bord, si l'eau est très froide, vous sautez, vous y allez, parce que vous êtes psychologiquement dans un espèce de focus de dingue qui fait que vous plongez à l'eau, vous assumez les courants, les machins, et avec cette puissance-là, vous avez une détermination, parce qu'il n'y a que ça qui vous intéresse, c'est sortir ce bout de chou de l'eau. Si maintenant vous êtes là, tranquille, au bord de l'eau, et je vous dis, allez, sautez dedans, allez, oulala, elle est peut-être un peu froide, machin, il y a plein de choses qui vont faire que vous jamais vous sautez à l'eau. Donc, c'est ça qui est très intéressant, c'est à quel point on peut transformer, en fait, ce rapport qu'on a à peu près à toutes les situations qu'on vit, à celles qu'on a vécues, parce que celles qu'on a vécues, elles laissent des traces, parfois. C'est ce qu'on fait suite à des interventions. Par exemple, moi, j'ai des personnes qui se sont spécialisés grâce à la PNL au fait de, tu sais, quand les gens reviennent de situations de guerre ou de choses comme ça, ils sont un peu en quarantaine et on va les aider à passer d'un monde à l'autre, en fait, hein, parce que, et parfois, il y a des traumatismes importants qui passent, donc on sait transformer ça, et on sait aussi anticiper ou aider des personnes à anticiper des situations comme ça, à au stress, ou en tout cas, où il va falloir qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, que ce soit pour un combat, que ce soit pour affronter une situation comme ça au risque, que ce soit pour intégrer des nouveaux comportements dans des contextes particuliers. Enfin, la neurophysiologie, enfin, je ne connais rien de plus puissant pour aider une personne à progresser dans un domaine. Voilà. Donc, on a pas mal de gens qui viennent pour ces raisons-là, qui viennent du sport, qui viennent de tous les horizons pour se former à ça. Ouais. Ok. Euh, donc du coup, Polo, là on a parlé, je reviens juste avant, des références, du dépassement de soi. C'est un peu lié aussi à ce qui va nous amener de la confiance en soi. Et c'est le socle un petit peu de notre confiance. Euh, Ouais. Il y a confiance en soi et gestion de l'insécurité de soi. C'est deux polarités qui sont très importantes. Parce que parfois, on dit, ah, il faut se mettre en confiance, 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 c'est super. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais c'est aussi très important d'apprendre à aller gérer le stress, gérer la tension. Parce qu'un stress, il n'est jamais là pour rien. La question, c'est pourquoi il y a du stress. Il y a des stress qui sont très importants parce qu'ils nous mettent en vigilance, en attention. Et l'idée, c'est pas être le cacou de tout le monde, et surtout quand on est dans des métiers comme ça importants. Je pense à ceux qui nous concernent aujourd'hui, sur des métiers où il y a un fort engagement. Enfin, voilà. Il ne s'agit pas. Le stress, c'est quelque chose qui est très important. Quand vous êtes dans une équipe d'intervention, de secours ou tout autre spécialisé, il ne s'agit pas d'avoir des cacous qui arrivent là, tout en sécurité, machin. Ceux-là, on s'en méfie, en fait. Parce qu'ils peuvent même être dangereux par excès de stress. Ce qu'il faut, c'est être ouvert aux deux canaux. C'est-à-dire, j'apprends à accueillir le danger, à m'éveiller de manière opérationnelle, c'est-à-dire être vraiment attentif et de limiter, en fait, enfin, je vais limiter les, les comportements ou les émotions qui vont plutôt réduire ma capacité. Par exemple, la panique, c'est pas une bonne idée. Par contre, apprendre à inspirer, respirer, se détendre de l'intérieur, comme ça, et relâcher le corps, parce qu'on est en situation où il faut absolument réguler son geste, il faut être précis, etc. Ça, c'est important. Et à ce moment-là, l'état de stress devient un élément qui va devenir, du coup, un moteur si on sait le gérer. Voilà. Et hmm. ça va aussi demander de l'entraînement. C'est comme faire des pompes. On va créer ce qu'on appelle, nous, de la musculation neurosensorielle, c'est-à-dire on va travailler nos fibres, hein, ce que j'appelle, moi, du gainage neuro-émotionnel, c'est apprendre à rester en... Par exemple, quand on est face à des insultes, à des agressions en Hmm. face de soi, pour des policiers, au bout d'un moment, te dire 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, c'est compliqué. Ouais. Et comment on va apprendre à réguler ça, à ne pas se laisser comme ça toucher par, ou à faire, ou être un peu ce panneau de protection neuro-émotionnel pour pas confondre, si vous voulez, l'agression qui m'est envoyée et la représentation dans laquelle je suis qui génère parfois cette agression. C'est pas contre moi, c'est contre, voilà, c'est contre ma fonction, c'est contre le modèle que je représente, c'est contre la justice que je représente, etc. Voilà, donc il y a plein de facteurs comme ça qui sont très importants. Au-delà de ça, il y a aussi tout le travail de l'écoute et de la sensibilité. Et là encore, tous les policiers qui nous entendent, qui ont un peu d'entraînement sur le terrain, vous le diront, c'est-à-dire qu'ils ont un facteur de sensibilité qui font qu'ils arrivent à sentir, à prédire la personne. Et on le voit moi j'ai été dans les milieux comme ça un peu difficiles,
eh bien, les gens fonctionnent énormément de manière instinctive. Pourquoi? Parce que cet éveil à l'instinct intérieur, c'est quelque chose d'extrêmement important, en fait, dans ces situations. Donc, vous voyez, toutes ces dimensions qui sont physiques, qui sont énergétiques, hein, c'est-à-dire on a un corps énergétique, on n'est pas qu'un corps physique, on a un corps énergétique, qui sont émotionnels, qui sont mentales, et qui sont même ce que j'appelle, moi, psycho-spirituels, hein, sans faire de grands trucs, c'est-à-dire où je sens, où j'ai une espèce d'intuition, un sixième sens et tout ça. Ça, ce sont des dynamiques qui sont directement la conséquence d'un fonctionnement neurophysiologique. Donc, on apprend à découvrir ces terrains de jeu, si je puis dire, JEU, hein, puisque à la fois comment je peux me sentir à l'aise en conscience, en sensibilité par rapport à ces différents niveaux, et comment je peux aussi interagir avec mon environnement en fonction de là où j'en suis, à travers ces différents niveaux. Donc, en fonction des métiers, en fonction des environnements, en fonction des enjeux, qu'ils soient sportifs, qu'ils soient parce que c'est ma carrière, voilà, enfin, quelles que soient les situations, c'est toujours très intéressant de mieux comprendre comment cette neurologie, fonction neurophysiologie, fonctionne dans son rapport au contexte dans lequel on a envie d'évoluer. C'est super passionnant et au-delà de se préparer mentalement en test, c'est vrai que c'est super intéressant de découvrir toute cette mécanique, comment ça fonctionne. Parce que bah, pour intégrer une unité comme ça, c'est vrai que bah, on va faire face à des psychologues dans les entretiens, au jury, des personnes qui travaillent quotidiennement dans ces unités, donc des opérateurs de terrain, qui vont regarder si on a trop confiance en nous, si on veut que foncer, eh ben, c'est pas forcément bon, comme tu disais, Absolument. Polo. Et en même temps, le stress, ben, c'est aussi quelque chose qu'il faut écouter. Voilà, il faut être attentif aussi à d'où provient ce stress. Ça Voilà, s'apprivoise. C'est quelque chose qui doit s'apprivoiser. quelque chose qui doit s'apprivoiser. Voilà. Voilà. Et quelque chose, les outils de la PNL permettent ça. Et voilà. Donc, si vraiment ça, c'est des domaines qui vous intéressent et ça devrait vous intéresser, du coup, en allant chercher à intégrer ce type d'unité, eh ben, c'est vrai que les outils de la PNL sont, et du coup, pour avoir pratiqué du coup à Pralognan dans les Alpes, hein, ces outils-là, c'est vrai que c'est des outils qui vont concrètement, pragmatiquement, c'est pas des choses, des outils perchés, spirituels, etc. Ça permet de développer, euh, de développer des savoir-faire pour rapidement apprendre à maîtriser un petit Ouais. peu son esprit, voilà, à développer des capacités. Paul, j'ai enfin, pas là une dernière question, une avant-dernière question, Oui. parce que j'ai souvent des personnes que j'ai en appel qui me demandent un petit peu des renseignements sur la préparation mentale pour intégrer ce type d'unité. Et souvent, elles me demandent comment est-ce que je peux faire pour être discipliné, pour, Mhm. euh, pour maintenir mes efforts durant de nombreux mois de préparation, parce que souvent ça se prépare sur 1 an, 2 ans, des tests d'entrée comme au GIGN, au RAID, etc. Euh, alors peut-être que ta réponse elle va peut-être pas faire plaisir à tout le monde non plus, ou peut-être qu'il n'y a pas forcément de recette miracle, mais voilà, on me pose souvent comment Alors, être discipliné mhm. pour persévérer dans mes efforts et atteindre un objectif. Est-ce que tu pourrais dire quelque chose, Paul, sur ça? Absolument, c'est un thème moi, qui m'intéresse énormément, parce que comme on accompagne des gens dans du changement. Alors, pour moi, la discipline, pour faire très court, c'est la capacité à faire des choses qui sont inconfortables immédiatement, mais qui vont me faire gagner en confort à moyen terme et long terme. C'est ce que j'appelle la discipline, la capacité à faire des choses inconfortables à court terme, parce que je poursuis une croissance dans un domaine. Ça peut être le sport ou quoi que ce soit. Et ça va m'amener du confort à long terme. L'inverse, c'est ce qu'on appelle des erreurs de jugement. Les erreurs de jugement, c'est quand je me laisse aller. C'est pas du lâcher prise, c'est du laisser aller. Et auquel cas, qu'est-ce que je fais dans le laisser aller? Je fais des choses qui me font du bien immédiatement, comme traîner sur mon canapé par exemple, et qui à moyen terme et long terme vont me desservir. OK? Ça, c'est pour avoir les deux courbes. Alors maintenant, qu'est-ce qui fait qu'on tient en fait dans la discipline? Il y a d'abord, pour moi, premier pilier important, c'est la valeur que je trouve et que je donne au fait, par exemple, de m'entraîner, au fait de progresser, au fait d'atteindre cet objectif. Donc il y a une valeur intrinsèque, c'est le plaisir que je prends à grandir dans cette direction, quel que soit l'apprentissage. Et le deuxième, de sentir que je tends vers une mission, c'est-à-dire un but qui va servir une cause qui est importante à mes yeux.
Il faut les deux. Il faut un système de valeurs. Je prends mon pied à apprendre, par exemple, à faire du sport de combat, parce que j'ai envie de gagner dans 6 mois tel niveau. Et pourquoi j'ai envie de le faire? Parce qu'en gagnant, je vais pouvoir servir une cause de telle ou telle manière. Ouais. Donc ça, c'est très important, surtout pour des policiers qui sont très, en général au départ, qui s'engagent dans des missions de vie, en fait, hein, c'est-à-dire des missions de contribution. Et ce qui les motive souvent, c'est pas seulement le sens qu'ils vont en tirer eux, mais aussi le service qu'ils vont apporter à d'autres. D'accord? Ça, c'est très important dans les métiers de mission, où on trouve des missionnaires. Et donc, pour grandir et continuer de grandir, il faut, de la discipline, c'est-à-dire s'entraîner tous les jours. Et là, ce qui est très important, c'est de ne pas confondre les paliers avec les marches. Pour arriver en haut de l'escalier, il n'y a pas d'ascenseur, en fait. Il faut passer des paliers. Et chaque palier, elle se décompose en marches. En marche. Et ce qui est très important, c'est que chaque marche doit être aussi l'occasion d'être célébrée. C'est très important pour notre partie préconsciente et inconsciente. Le conscient, c'est celui qui a envie de gagner. Le préconscient et l'inconscient, c'est la partie neuro-émotionnelle qui est là en arrière-plan. C'est un peu comme le cavalier et le cheval. Le cavalier, il a envie de sauter la barrière, mais si le cheval n'a pas envie d'y aller, il y en a un qui remportera toujours sur les deux, c'est le cheval. Et le cheval, c'est la partie neuro-émotionnelle. Donc parfois, celle-là, elle a envie de traîner sur le canapé plutôt que prendre ses baskets et aller courir. Si elle n'est pas stimulée intérieurement par un système de valeurs qui est la santé, qui est le plaisir d'aller s'entraîner, quel que soit le temps, parce que j'ai, dans 3 mois, dans 6 mois, envie de réunir telle ou telle chose, quand les deux sont nourris, valeur et vision, et que cette vision, elle est en plus contribuante, eh bien, il y a une montée d'énergie qui fait que du coup, je passe à l'action. Mais il faut que ces actions, elles soient célébrées. Parce que si quand je vais courir, je reviens, je suis mort, j'en peux plus, 1 fois, 2 fois, 3 fois, mon inconscient, il va me dire, oh, c'est bon pour le hein. Tu vois, c'est pour ça que je crois beaucoup à la stratégie des petits pas. Et je reviens sur mes marches, célébrer les marches. Peut-être il y a des jours où vous allez être au top, quand vous allez vous défoncer en sport, vous allez vraiment vous faire mal. Mais vous ne faites pas mal à chaque fois. Pourquoi? Parce que c'est bien d'aller chercher le dépassement, mais n'oubliez pas le plaisir. Parce que quel que soit le métier dans lequel vous êtes, quel que soit l'objectif que vous allez atteindre, quels que soient les statuts que vous allez obtenir, la qualité de votre vie, elle passera par la qualité de ce que vous vivez aujourd'hui. Et si vous voulez aller loin dans une direction, moi je pense à la natation. Je me suis défoncé en natation. Mais le jour où j'ai eu plus besoin de nager, j'ai arrêté de nager. Pourquoi? Parce que je me suis tellement défoncé à ce moment-là que j'ai oublié d'en prendre réellement du plaisir. Mais si j'avais continué à prendre vraiment du plaisir, aujourd'hui je peux retrouver le plaisir de nager. Mais je vois bien que dans ma tête, j'ai tellement donné dans la natation pour atteindre les résultats que j'avais besoin, c'est que je n'ai plus trouvé le plaisir. Et si à l'époque, on m'avait dit, Polo, prends du plaisir à nager, il y a eu des moments où j'ai eu du plaisir. Je repense à mon 400 mètres nage, là, papillon, j'ai eu du plaisir ce jour-là. Et ça a changé quelque chose. Ça a changé mon rapport à la natation. Et là, mes performances sont augmentées. Ça veut dire qu'on ne va pas tout donner de temps en temps, mais le cheval, il a besoin d'être nourri, il a besoin d'être valorisé, il a besoin d'être stimulé. Donc ça, c'est très important de mettre du plaisir dans ce que vous faites. Voilà. Et le plaisir, ça peut être dans le dépassement. Mais vérifiez que derrière, ça répond à des valeurs qui sont importantes. Ça, c'est ce qui va vous faire tenir dans le temps. C'est super Voilà ce que je pourrais important. dire Il faut sur la féliciter un discipline. petit peu la partie qui est à l'intérieur de notre tête, notre cerveau, Oui, notre c'est notre inconscient. système nerveux, c'est ce que j'appelle mon cheval. En fait. Je suis un cavalier, voilà où je veux aller. Et pour emmener mon cheval, il faut que j'ai une bonne relation avec. Et il faut que, pour qu'il me suive. Et c'est très important parce que, imaginez quelqu'un qui se dévalorise régulièrement. Et c'est ce que je faisais, moi. Je me dévalorisais beaucoup en me comparant toujours aux autres. Alors, bien sûr, je donnais à fond. Mais dès que j'avais un gros coup de vent, exemple, le passage de l'examen, le gars qui me regarde, la tête qui fait en me regardant, ça, c'est le petit déclic qui fait que j'arrête tout à ce moment-là. Parce que intérieurement, je ne suis pas solide. Donc, je suis solide quand je suis remonté, reboosté, etc. Mais dès qu'il y a un gros coup de vent, une grosse tempête, une grosse situation de stress, bam, je suis reparti dans ma fragilité. Donc, si on veut grandir, c'est un peu comme un arbre. Il faut aller chercher dans son essence. Ça, c'est ce que j'appelle les valeurs. Il faut descendre dans ses racines, c'est-à-dire s'implanter profond pour savoir si on est vraiment bien là où on est.
et de vérifier que le projet, l'environnement pour lequel on se bat, c'est celui qui nous anime vraiment. Et à ce moment-là, je pense qu'on est capable d'énormément d'engagement. Et par rapport aux militaires, aux policiers, aux gendarmes, euh, c'est un milieu souvent assez masculin, assez où on cherche à être solide, à être dur un petit peu avec soi parfois et à montrer qu'on est fort. Et c'est vrai que souvent, quand on parle de discipline, les personnes vont me dire, j'aimerais être toujours discipliné, j'aimerais être toujours ceci, un peu dans le fantasme finalement. Et Ouais, c'est le problème, important. c'est que la personne qui va être toujours disciplinée, quand elle ne l'est pas, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se culpabilise. Ah merde, je suis nul, pourquoi j'ai arrêté, etc. Voilà. Ah, il faut que j'y aille. Sauf que le il faut, c'est pas la meilleure façon. C'est d'abord, est-ce que j'ai envie? Est-ce que je peux faire temps, énergie, argent? Et après, je dois. C'est vrai que le je dois, il est très puissant, mais il doit s'appuyer sur est-ce que je peux? Est-ce que j'ai la capacité? Parce que si je me brûle tous les week-ends physiquement et que je finis au bout de 3 mois à mort, ben c'est mort, hein, ça ne va pas tenir longtemps. Voilà. Et comme on le disait tout à l'heure, on a besoin, dans ces métiers à fort engagement, de gens qui sont à leur place. Ils sont capables d'énormes performances à un moment donné, mais ils sont solides de l'intérieur parce qu'ils sont à leur place. Mais si à chaque fois qu'il y a un gros coup de stress, ils sont fragilisés de l'intérieur, ils ne sont pas à leur place. Donc, ça fait des gens qui cocotent très fort à un moment donné, mais qui, à d'autres moments, sont dans l'autre dimension. Donc, il faut jouer avec les deux polarités. Accepter l'insécurité pour apprendre à l'adopter et construire avec. Voilà. Et pas faire n'importe quoi, et que ce soit dans le sport, dans tout ça. Et plus on va s'honorer, donc se respecter soi, et ça n'empêche pas d'être très discipliné. Moi, je dis, il faut de l'amour, du lien, de la considération, et il faut de la loi, il faut de l'ordre, de l'organisation, de la performance. Mais si on veut aller très loin, il faut réussir. Les plus grandes réussites, elles sont associées par les deux. Qu'est-ce que c'est quelqu'un qui tient sur la distance? C'est quelqu'un qui est fait pour ça. Et pourquoi il est fait pour ça? Parce que même sur un terrain de guerre, le mec qui prend des photos parce que c'est son trip, c'est son kiff, il est capable d'assumer des contraintes énormes. Mais il est là parce que c'est son kiff, parce que ça a un sens, parce qu'il veut laisser des traces, il veut communiquer, etc. Donc il est capable d'assumer des contraintes très fortes parce qu'il est à sa place. Pas pour faire le mariole, parce qu'il est à sa place. Alors peut-être en étant à sa place, il va avoir un rayonnement qui est très fort. Et parfois, ça va donner des gens avec un grand rayonnement. Mais on ne rayonne pas pour rayonner, on rayonne parce qu'on est là pour donner quelque chose, en fait. Et ce don, il sera d'autant plus fort et puissant qu'il est en phase avec ce pourquoi on est fait. En fait. Ce qui est important, c'est que les gens trouvent leur place dans leur vie. Et quand on est embarqué dans des missions comme celle de la police, et plus particulièrement dans des corps spécialisés, très souvent on le fait parce qu'on est animé de quelque chose de puissant, en fait. Voilà, il faut juste aller chercher ce sens profond, pourquoi on fait les choses, et se redemander, mais pourquoi on fait les choses, eh ben, c'est une très bonne chose pour remobiliser, en fait. Et ça, je l'ai vu concrètement. Il y a cette question par rapport aux valeurs qui souvent c'est qu'est-ce qui est important pour moi? Et pour avoir travaillé du coup avec la brigade de recherche et d'intervention, je me suis retrouvé devant plusieurs opérateurs, dont des opérateurs qui avaient fait l'hypercachère, etc., les attentats. Et donc voilà, à un moment, j'aborde un peu le thème des valeurs et cette question, pourquoi c'est important pour vous finalement ce que vous faites? Et en fait, ils savaient tous pourquoi ils étaient là. Et ça, c'était pas forcément le premier point sur lequel il fallait travailler dessus avec eux. Pour ça, ils en avaient déjà vraiment conscience tous. Et si Ouais. ils intégraient ce type d'unité, c'était pas pour, euh, c'était pas pour faire beau, comme tu disais un peu tout à Ouais. l'heure, Paul, ou Ouais, voilà. c'est parce que d'intrinsèque qui est plus fort, qui est puissant, qui est là. Et en plus, comme il est partagé avec d'autres gars, ça le renforce. Et ça, souvent, ils sont assez clairs là-dessus, sinon ils ne seraient pas dans ces fonctions. Hmm. Voilà. Donc, Paul, pour un petit peu conclure, tout ce qu'on a dit, tu as partagé beaucoup de contenu super intéressant. Si, par exemple, tu pouvais, comme un peu une mini-séance d'accompagnement, si tu pouvais poser 5 questions, enfin, faire travailler enfin, les personnes qui préparent les tests, si tu pouvais leur poser 5 questions, peut-être dans un ordre particulier qui serait intéressant, ça serait quoi ces 5 questions? Ces 3 ou 5 questions qui les feraient progresser. Ouais. Alors, premier point, on va utiliser
la main, parce que les doigts de la main sont symboliquement, m'ont reporté sur ces 5 dimensions, puisque tu me parles de 5 questions, du coup je rebondis là-dessus. Le premier, c'est le pouce. Le pouce, vous l'utilisez instinctivement quand vous dites un truc est top pour vous. Vous mettez le pouce en l'air. Et dans le passé, d'ailleurs, on disait aux gens à mort en mettant le pouce en bas. Alors pourquoi je fais référence au pouce? Parce que ça renvoie justement à ce système de valeurs. Donc moi, j'ai envie de vous dire, imaginez que vous ayez passé des examens. Vous êtes allé au-delà de vos examens. Et là, de fermer les yeux, d'inspirer et de vous dire en quoi le fait d'avoir acquis ce que je cherche, en fait, ce que je cherche à acquérir, en quoi ça me nourrit vraiment. Quelles sont les valeurs que je nourris pour moi? Qu'est-ce que je sens que, à quoi je vais contribuer d'important à l'égard des personnes pour lesquelles je vais œuvrer, que ce soit les gens que j'irai peut-être chercher dans les situations compliquées, que ce soit, etc., mon unité, que ce soit mes équipes, que ce soit mes patrons, mais pourquoi c'est important pour moi, pour qui c'est important et à quoi ça répond. Voilà. Pourquoi? Ça, c'est ce qui va donner du sens en termes d'identité. Et le fait d'amener votre cerveau à aller au-delà de votre examen pour vivre déjà, pour vous connecter à l'après. Voilà. C'est comme un pilote qui, avant de passer son brevet, se voit déjà dans l'avion. OK? Ben là, c'est la même chose. Ça, c'est le premier point. Et pour aller faire ressortir les valeurs. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est de vous dire, si moi, j'étais au top et qu'au fond, j'étais un instructeur et que je devais refaire ça au top, au regard des personnes qui sont là, les meilleurs, qu'est-ce qui, dans ma visualisation, qu'est-ce qui est déterminant et qui fait la différence? Sur quoi je peux dire, voilà pourquoi dans ce type d'examen, je suis au top. Ça peut être dans ma manière de bouger, ma manière de regarder, ma manière de fonctionner, mon énergie, ça peut être tout ça. Mais avoir une vision, mais vraiment comme si on regardait un film en 3D, une pièce de théâtre, vous imaginez ça dans votre salon, et vous vous regardez passer pour la 10e fois l'épreuve. Et vous allez chercher tous les détails qui font que vous êtes excellent. D'accord? Imaginez que vous avez les meilleurs mentors autour de vous et vous optimisez au maximum la représentation de vous au taquet, au top. Voilà. Ça, c'est la deuxième chose que je fais. La troisième, c'est que je dirais, maintenant, quand je vois là où j'en suis et là où je veux arriver, c'est quoi mes 3 prochaines marches? Qu'est-ce que je dois en termes de comportement? Le premier, c'était les valeurs. Le deuxième, c'est la vision. Le troisième, c'est quels sont les comportements que je dois absolument corriger, travailler dans ma posture, dans ma gestuelle. Qu'est-ce qu'il faut que j'intègre que je n'ai pas encore intégré? Qu'est-ce qu'il faut que j'apprenne, que je fasse grandir en termes d'attitude? C'est un peu la méthode Top Gun, vous savez, où on disait aux pilotes, tous les pilotes regardaient le meilleur des pilotes, ils disaient, c'est ça qu'il faut que tu travailles. Tant que tu n'as pas intégré ce nouveau pas, tu ne passes pas au suivant. Donc, quels sont les 3 comportements que j'ai le plus besoin de faire évoluer? Enfin, en termes de relations, c'est le quatrième doigt, dans lequel vous mettez une alliance. Là. Quatrième doigt, c'est la relation que je dois établir avec moi-même. Parce que quand vous êtes face à un facteur de stress, vous avez 2 façons de parler avec vous. Soit vous êtes en train de vous dire, je suis nul, j'y arriverai pas, etc., etc. Vous êtes en train de vous dévaloriser. Soit vous êtes en train de dire, quel que soit ce qui se passe, je crois en moi, j'inspire et je me mets en lien en fait avec ce potentiel qui est à l'intérieur et je vais le chercher en fait ce potentiel. En gros, ça s'appelle aller chercher son cheval. Ok? C'est la relation avec soi. Et le dernier point, c'est le plaisir que vous avez à grandir. C'est un peu comme s'il y avait une spirale, votre petit doigt, là, celui qui ne demande qu'à grandir, comme s'il y avait une spirale comme ça, et vous dites, au fond, à quel nouvel étage je vais en fait? Ouais. Pourquoi je grandis? Pourquoi je veux grandir dans cette vie? Un peu comme si vous étiez en train de monter un escalier et que votre vie, elle était juste en train de s'installer à un nouvel étage. Parce que grâce à cet examen, vous allez changer de niveau. Il faut absolument emmener votre psychologie dans ces dimensions. Je rappelle les valeurs, la perception de moi au meilleur de moi-même, l'identification des 2 ou des 3 comportements ou apprentissages qu'il faut absolument que je fasse monter, la qualité de la relation que j'ai avec moi quand j'ai vraiment confiance en moi, qu'est-ce que j'affirme, que je crois en moi absolument, parce que si vous-même, vous ne croyez pas en vous, ce n'est pas l'environnement qui va y arriver, il faut absolument que vous ayez une communication intérieure. Voilà, c'est là que vous allez trouver le courage, tout ça, c'est cette capacité à aller
à vous parler pour vous motiver, en fait. Et le dernier point, c'est la conscience du fait que vous allez accéder à un étage de vie qui sera différent, voilà, et plus en phase avec ce que vous voulez. Voilà, en très court, les 5 dimensions sur lesquelles j'amènerai très rapidement quelqu'un à changer de niveau. Mettez-y beaucoup de valeur. C'est très très puissant ce que tu viens de partager, Paul. Merci, Paul. Euh, Bon, après tout ça, ça demande un peu de formation. Moi, je vous le fais un peu comme ça à l'arraché. Mais bon, ça donnera quand même quelques indications, parce que je pense que ceux qui nous écoutent ont déjà quelques heures de vol dans le domaine, quelle que soit Ça leur vous parcours. donne vraiment déjà 5 grands repères. Et du coup, si des personnes, au-delà de l'aspect vraiment de préparation, s'ils voudraient en savoir plus sur la PNL, s'ils voudraient approfondir ce sujet, où est-ce que les policiers, les gendarmes, les militaires, où est-ce Alors, qu'ils peuvent te retrouver, Paul, pour c'est très approfondir? simple. Vous tapez sur Google Paul Pironnet, P-Y-R-O-2-N-E-T, et là, vous allez accéder à un champ de contenu incroyable. J'ai des vidéos YouTube, j'ai fait une grosse chaîne YouTube, je suis beaucoup sur les réseaux, parce que je communique beaucoup sur les réseaux pour évidemment sensibiliser un maximum de personnes à l'intégration de ces séminaires. On en fait en ligne, en salle, enfin, on couvre la planète de séminaires grâce à Internet. Et puis après, on a des séminaires sur Paris et sur Lyon, où là, les gens sont en salle et font énormément de pratiques. Et Paul, qu'est-ce qui différencie l'Institut Paul Pironet Institut D'abord, des moi, autres? j'ai 58 ans aujourd'hui. J'ai commencé à 20 ans, en fait, mais je vis de la formation depuis l'âge de 23 ans. Ce qui me différencie, c'est que je pense, j'ai plus de 50 000 heures de pratique. Donc, j'ai une expertise dans le domaine qui n'est plus à prouver. Je forme des centaines de personnes chaque année. Donc, je pense que j'ai des références voilà, par l'accumulation, le travail, la passion et tout ce que j'ai mis dedans, au regard même de mon vécu d'avant, puisque j'ai aussi mon histoire, euh, qui font que je pense que j'enseigne la PNL d'une manière assez particulière, et en tout cas d'une manière très intégrée, en fait. Voilà. Et je pense que les gens qui sont passés chez nous seront d'un commun accord. Il suffit de regarder d'ailleurs les témoignages sur notre chaîne YouTube. Vous serez largement convaincu. Pas convaincu. Merci Paul, merci. En tout cas, moi ce que je peux partager, c'est que les formations en PNL m'ont permis, comme tu disais, de travailler sur mes valeurs, qui est un point qui a été très important pour moi, notamment sur les 5 aspects que tu as énoncés tout à l'heure avec les doigts de la main. Donc bien sûr, en beaucoup plus développé à travers les séminaires, etc. Et je te remercie, Paul, pour toute l'humanité que tu mets à travers la PNL, qui n'est peut-être pas autant présente dans d'autres centres, mais en tout cas, tu as vraiment ta propre philosophie de transmission de la PNL et je te remercie pour ce que tu as apporté, en tout cas dans ma vie. Et j'encourage les personnes à découvrir vraiment ces outils à travers tes formations. Merci, Paul. Bah, un grand merci, Alexis. Et bonne réussite à tous ceux qui nous écoutent, en tout cas. Si tu as aimé cette interview avec Paul Pironnet, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Cette interview a été très riche en contenu. On a parlé de confiance en soi, on a parlé de dépassement de soi, de discipline, de changement de référence, de changement de croyance. On a parlé de gestion du stress également. Alors, mets-y de la valeur. C'est une interview qui est vraiment très riche en contenu. Par ailleurs, si tu souhaites te faire accompagner mentalement pour préparer les tests de sélection des unités les plus renommées, comme le RAID, le GIGN, ou même la BRI, ou même des unités qui sont moins connues du grand public, mais dont les tests sont exigeants, nécessitent une préparation quand même très sérieuse, je t'invite à te rendre sur le site mentalops.fr. Tu pourras réserver un appel avec moi et on pourra, dans cet appel, parler de ton projet de préparation, parler de l'unité que tu souhaites intégrer et ensemble, voir ce qu'il est possible de faire. Je te dis à très vite, Alexis.